lorsque je suis arrivée, la première fois, je me suis dit, j'achète 2 croissants, quoi. J'avais envie d'en manger un. Je me dis, bon, il y a toujours quelqu'un qui en aura envie. Et je vois Christian, mon futur mari. Là, j'ai une étincelle. Je lui offre mon croissant et il me dit non, merci. Le goujat. Voilà. Et alors, ça, suivant ça, je me suis dit, je vais mettre son bagage dans ma voiture. Ce que j'ai fait. Mais ça n'a pas empêché que mon Christian, il est parti ailleurs. Oh punaise. Il y a une connexion entre Norvégiens et offrir de la nourriture, c'est rigolo, ça passe pas forcément au début, quoi. Oui, alors Mais ça peut être signe de très longues relations. Ça peut être aussi une très longue relation, voilà. Salut, c'est Lucie. Salut, c'est Alban. Bienvenue chez nous sur un nouvel épisode de Sous les aurores. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment tu t'appelles, depuis combien de temps tu vis en Norvège, qu'est-ce que tu fais dans la vie et si tu as un petit culture choc à nous partager que tu as vécu à ton arrivée ou que tu continues de vivre aujourd'hui? Donc, mon nom, c'est Christine Bazalgette Holst, un nom qui ne se prononce pas en français, donc ça, c'est déjà la première chose. Hein. Je suis ici depuis 1980. Je suis arrivée par amour, effectivement. Je ne connaissais pas grand-chose sur la Norvège non plus. On entendait à l'époque beaucoup sur la Suède, mais peu ou même pratiquement pas sur la Norvège. Donc, j'avais l'esprit d'aventure et je me disais peut-être je vais trouver un ours quelque part. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, je suis retraitée depuis presque 10 ans. Je suis guide touristique pour les touristes qui parlent français ou anglais à Stavanger. Et je participe à des activités bénévoles, par exemple des Språk Café, comme ça s'appelle ici, Ouais. pour les Norvégiens qui viennent d'arriver, donc pour l'intégration, et aussi pour des Français qui veulent parler français. Et donc, ça me fait très plaisir de parler français avec eux. Ah, génial. Et avant ça, quelle était ta carrière professionnelle? Alors, ma carrière professionnelle, je suis arrivée avec un MBA de Toulouse, donc Toulouse Business School, comme ça s'appelle aujourd'hui. Je suis arrivée confiante parce qu'il y avait à l'époque Elf et Total, donc je me suis dit l'une des deux va bien sûr m'embaucher. Ça n'a pas été le cas. La première embauche, ça a été Norske Shell. J'étais française, mais dans un milieu international, ce qui nous a permis de nous intégrer et d'avoir nos premiers amis. C'était les gens qui allaient au cours de norvégien avec moi. D'accord. Comme ça, mon mari aussi, on s'est fait de nombreux amis de tous les pays qui arrivaient ici pour le pétrole, puisque c'était le début quand même. Hein. Je suis arrivée en 80, ça a commencé en 69, mais en 75, là, c'était vraiment le début du vrai boom. Et donc, c'était la période exponentielle. Donc là, il y avait beaucoup de monde, ils avaient besoin beaucoup d'étrangers avec des diplômes qui allaient bien pour faire développer cette industrie. Donc, j'ai eu la chance d'arriver au bon moment, en fait. Ouais. On va y revenir. Mais avant, est-ce que tu as un petit culture choc que tu te rappelles à ton arrivée, qui t'a sauté aux yeux? Alors, le premier, c'est que mon mari est venu, celui qui allait devenir mon mari, est arrivé en France pour un stage de 3 mois. Et là, sa mère lui avait dit « Fais ce que tu veux, mais ne reviens surtout pas avec une Française. » Donc, c'était déjà... Bon, il me l'a dit après. Hein. Heureusement. Mais je me suis vite aperçue, après notre mariage en France et donc notre premier séjour en Norvège, alors qu'on n'avait pas ni l'un ni l'autre un travail, on a vécu chez elle. Et ce n'était pas toujours trop simple. Parce qu'il y a des cultures chocs, des trucs complètement idiots, du genre... comment fait-on la vaisselle en France et en Norvège, c'est différent. Mais comment on fait en Norvège? Il faut que tu nous dises. Alors, ce qu'elle faisait, ma belle-mère, donc, elle ne rinçait pas. Elle lavait et elle ne rinçait pas la vaisselle. Mais et c'était moi, plein de cette savon. odeur de savon, genre Zalo, comme on connaît Mais ce tous goût, ici, imagine. En plus. moi, ça me gênait. Donc, si tu veux, tu lavais à l'eau très chaude, tu te brûlais les mains et il fallait sécher tout de suite. Mais il y avait quand même cette odeur. Et moi, ça me gênait. Donc, je passais du bac avec le Zalo au bac d'eau froide. Et là, si vous avez remarqué, dans les vieilles maisons, il n'y a pas un bac d'eau chaude et un bac d'eau froide. Il y a un bac et il y a un petit endroit tout petit à gauche où vous faites sécher les légumes. Ce n'est pas pour rincer. D'accord. Le second bac, qui est tout petit. Ah ben oui, on a ça ici en voilà, plus. Ouais, okay. Voilà. C'est pour les légumes, ça, C'est normalement. pour les légumes, ça.
pour essorer avant de jeter dans la poubelle. Donc, D'accord. bon, ça, c'est le truc tout idiot, mais ça change complètement la vie, quoi. J'adore. Pour pouvoir rincer la vaisselle. Mais j'adore. Voilà, donc ça, c'est un peu le culture choc Ouais. le plus bête, mais intéressant quand même. Alors, la seconde, c'est que donc, je suis arrivée, il faisait très mauvais, à Stavanger, il pleut, beaucoup plus qu'à Oslo, le climat est complètement différent d'ici. Donc, je suis arrivée fin août, début septembre, après un voyage de noces au Maroc. Donc, il faisait très chaud. Et ici, à Stavanger, il faisait peut-être 10-12 degrés. Et j'ai eu l'impression qu'il a plu pendant au moins 3 mois sans arrêt, quoi. Je me sentais mouillée. Et donc, je n'avais rien d'autre à faire que d'étudier le norvégien, puisque j'étais convaincue que pour comprendre un pays, il faut comprendre sa langue. Et donc, je me suis mis au norvégien. Et là, j'étudiais, j'allais à tous les cours possibles. Et vers novembre, c'est ça, avant Noël, je suis allée toute seule acheter du poisson. Et à Stavanger, en 1980, au centre-ville, il y avait un poissonnier avec un bac avec les poissons vivants. Et donc, vous choisissiez votre poisson, je suis là, et il le prenait, il le tuait sur place, et puis vous le donnez dans un sac. Et donc, moi, j'avais préparé ma phrase « Har du torsk ». Est-ce que vous Har avez torsk, du... parce que vous avez du cabillaud, de la morue. Yeah. Mais française, sachant pas très bien utiliser le H, j'ai dû lui dire est du torsk. Est-ce que tu es un imbécile? Parce que torsk, ça veut dire aussi imbécile. Donc torsk, torsk. Et alors, j'ai pas compris. Il m'a regardé, il m'a un peu souri. Enfin, c'était quand même un poissonnier, pas du genre sud de la France, bon voilà. Donc, il m'a un peu souri, je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas, mais il m'a donné le poisson que j'ai choisi. Je suis rentrée chez moi avec le poisson. Alors là, je n'étais pas habituée parce que moi, je viens de Castres, dans le Tarn, il n'y a pas de mer là-bas. Donc, le poisson était à peine mort, quoi. Il bougeait encore, il avait les quoi. réflexes. Ouais, Là. Ah ouais. ouais, ça c'est terrible. Bref, j'arrive à la maison, mon mari arrive, il avait commencé à travailler, et je lui dis, voilà, j'ai dû faire une petite erreur. Je lui ai dit ça. Et il m'a dit, oui, tu lui as dit, est-ce que vous êtes un imbécile, quoi. J'ai compris que, voilà. Donc, j'ai appris qu'il faut bien prononcer, non seulement savoir ce qu'on doit dire, mais il faut bien prononcer. Et ce monsieur, je me souviens de lui chaque fois. Après, je lui souriais. On n'a jamais, clairement, on ne s'est jamais dit, tu sais, je t'ai dit ça et tout, mais il me semblait qu'il y avait une connexion entre lui et moi chaque fois que j'allais acheter du poisson. Donc, c'était sympa. Si on revient un peu en arrière, comment as-tu rencontré l'amour norvégien en France? Alors, c'est parce que mon mari faisait Handels School à Bergen, qu'il a eu ce stage d'été, et que moi, j'avais une voiture à l'époque, une 4L, et donc le président des étudiants de Toulouse m'avait demandé de l'aider parce que j'avais une voiture, parce que lui, il avait une Alfa Romeo, mais il s'était mis sur un arbre. Donc la voiture était complètement détruite et il ne pouvait pas assurer le guidage un peu touristique des étudiants. Donc, sachant que moi, j'avais une voiture, il m'a dit, est-ce que tu peux m'aider? Et moi, je devais partir aux États-Unis. Un mois avant de partir, on m'a dit, non, ça ne marche pas, la société ne veut plus d'étudiants. Bon, voilà, donc j'avais rien à faire et j'ai dit oui. Et du coup, le week-end, venant de Castres vers Toulouse, je prenais ma voiture, très important, et je baladais les étudiants. Lorsque je suis arrivée, la première fois, je me suis dit, j'achète 2 croissants, quoi. J'avais envie d'en manger un. Je me suis dit, bon, il y a toujours quelqu'un qui en aura envie. Et je vois Christian, mon futur mari. Là, j'ai une étincelle. Je lui offre mon croissant et il me dit, non, merci. Le goujat. Voilà, le goujat. Oh, punaise. Non, merci. Et alors, bon, suivant ça, je me suis dit, je vais mettre son bagage dans ma voiture. Ce que j'ai fait. Mais ça n'a pas empêché que mon Christian, il est parti ailleurs. Oh punaise. Attends, mais c'est trop drôle parce que ça me rappelle l'anecdote de la tarte aux pommes. Aux pommes, ouais. De Julien et Morten, qu'on a reçu sur le podcast. Alors, Mais ça peut être signe de très longues relations. Ça peut être aussi une très longue relation, voilà. Je ne savais pas faire la cuisine en rentrant, en arrivant. Mais ici, tu es français, tu es française, donc tu sais faire la cuisine. Et c'est ce que je peux te demander.
au bout de combien de temps vous arrivez en Norvège? Tu avais quel âge? Ça faisait combien de temps que vous vous fréquentiez? Attends, parce que attendez, mais là on saute les étapes. Eh oui, Moi oui, j'en oui. suis à, il a pas mis Le bagage. le bagage. Mais comment Comment, oui. Alors, le bagage, oui. Alors, bon, en fait, on est quand même parti quelque part, je me souviens plus où on avait un week-end, quoi. Et on a quand même pu un peu parler. Et c'est là que mon Christian, il avait acheté un matelas pneumatique. Parce qu'il n'aimait pas coucher sur la terre. D'accord. Et à un certain moment, je ne me souviens pas si c'était la première fois ou le second ou le troisième week-end, il m'offre de me coucher à côté de lui sur le matelas pneumatique. Et moi, je lui dis non, merci. J'aime coucher par terre. Mais J'étais je veux scout. mes croissants, mais par terre. J'étais scout, donc j'étais habituée un peu à la Oui. dure. Et j'ai horreur du matelas pneumatique qui fait du bruit. Qui bouge ou qui, ouais. Voilà, donc il y a eu des trucs comme ça. Mais enfin, Après dans ces les manquements, Pyrénées, Les étoiles se sont alignées. voilà, et ça, donc voilà. Ensuite, moi, je travaillais à Toulouse et lui, il a dû revenir en Norvège. bah oui, parce qu'il était là que pour 3 mois. Voilà. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Mm. C'est sérieux ou pas sérieux? Bon. Alors, je suis revenue, il m'a invité à Noël chez lui, ici, donc première visite à Stavanger. C'est là qu'il y a eu la vaisselle ou c'était après ça? Ça, c'est loin après. La vaisselle, c'est d'accord. loin après. Là, Ok. j'étais à visite, donc je ne faisais pas la vaisselle. Alors. Ça allait encore. Voilà. Bon, et après, on s'est dit quand même, c'est peut-être un peu sérieux. Lui, par sa famille, a trouvé un travail à Port-de-Bouc. Ah, il y a Et des gens bon, bien qui viennent pas voilà. très loin de Port-de-Bouc. Hein. Ah bon, oui, Martigues, etc. Oui. Ouais. Et donc, il a pu avoir un travail, un vrai travail, Mhm. à Port-de-Bouc. Et là, Ah ouais. on se rencontrait le week-end. Toulouse, Port-de-Bouc, 3 heures de voiture. Trop bien. Et vous avez fait ça pendant combien de temps? Pendant le temps qu'il avait le droit de travailler en France avec son permis Norvégien. d'étudiant un peu spécial. Enfin, je ne me souviens pas si ça existe encore aujourd'hui ou pas. Mais enfin, bref, à un certain moment, il fallait qu'il reparte. Il Ouais. n'avait plus le droit de travailler en France. Et là, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se fiance. Voilà. C'est simple. Et Très du simple. coup, c'est à ce moment-là que tu es partie en Norvège? Alors non, là, on se fiance. Dans les règles de l'art, 3 mois avant le mariage. Hein, à l'époque, c'est comme Ah oui. ça. Enfin, les règles de l'art, c'est pas ça. Mais bon, c'était Oui. pas que c'était bien d'avoir le mariage en France. Et on l'a fait pendant l'été, En France. en France. Et ensuite, avec notre 4L et les cadeaux de mariage, nous sommes partis, K1, avec la 4L, on va pas vite, hein, sur l'autoroute, Mhm. jusqu'à Stavanger. Et on avait, Vous avez on mis avait- combien de temps? Je sais pas, je me souviens plus de ça. C'était pas important dans l'histoire. Mais enfin, ce qui était important, c'est qu'on n'avait ni travail, ni endroit où vivre. On partait un peu à l'aventure, quoi. Et on avait simplement des couteaux en argent, de la vaisselle, enfin des trucs Oui. qu'on donne au mariage, mais rien d'autre. Mais quoi. lui, il est originaire de Stavanger? Lui est d'origine de Stavanger. Donc, D'accord. c'est pour ça qu'on est allé d'abord chez sa mère et après, il lui a trouvé un travail. Et à certains moments, je lui ai dit ou bien on part, ou bien moi, je prends mon billet d'avion et je rentre. Je ne peux pas vivre chez ta mère, quoi. C'était trop dur, quoi. Hmm. Et heureusement, sa société avait des appartements de location pour les employés qui venaient d'ailleurs. Et donc, 2 jours après, on avait déménagé. Et là, la vie était devenue plus simple. Et vous êtes arrivé du coup à quel âge? Et là, nous avons 24 ou 25 ans. Ouais. Enfin, moi, j'ai 24 ou 25 ans et lui, il en a 4 ans de plus, quoi. Et puis, alors là, aussi une anecdote qui m'a vraiment beaucoup choquée positivement, c'est que lorsque j'ai eu mon contrat de travail, nous habitions dans un petit sorte de chalet, quoi, dans une ferme. Et c'est un taxi qui a sonné à notre chalet en me portant mon contrat de travail. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone. J'adore. Wow. Donc, et nous n'avions pas, il fallait faire la queue pendant 1 an et demi pour obtenir un téléphone fixe. Ah oui, oui. Le téléphone portable n'existait pas. Et donc, on était sur on ne pouvait même pas faire la queue puisqu'on n'avait pas d'appart. On louait d'une façon intermédiaire. Donc, sachant ça, c'est la société qui a envoyé un taxi avec le contrat. Et moi, je me suis dit, waouh, je suis une princesse là. Mais oui. Et c'était un jour où il faisait de la neige, c'était super beau.
Et le taxi, on ne savait pas qu'est-ce qui se passait. Puis il m'a dit, voilà, la lettre. Et puis j'ai ouvert ça et j'ai eu mon premier contrat. Et là, tu parles par exemple, qu'il n'y avait pas le téléphone. Est-ce que c'était la même situation en France où la Norvège était encore en gros décalage comparé à d'autres pays européens? Je pense qu'elle était en retard. Parce que l'idée d'attendre 1 an et demi pour se mettre sur la liste pour avoir un téléphone, je n'avais jamais entendu parler de ça en France. Mais bon, je ne sais pas. Franchement, Est-ce que tu as perçu d'autres choses comme ça qui étaient pour toi, qui faisaient peut-être pas sens ou qui étaient vraiment choquantes en arrivant? Oui, une chose très choquante, sud de la France, j'adorais les tomates, comme on aime les vraies tomates qui sont de plein champ, pas celles d'ici. Et donc, je suis arrivée et sur le marché, je voyais partir les gens avec un petit sachet, avec une tomate et un demi-concombre, le samedi. J'adore. Non, mais ce demi-concombre, c'est... On nous en a parlé aussi On sur me l'a notre dit déjà. enregistrement. Voilà. Donc, le demi-concombre, c'était le week-end, on mangeait un demi-concombre. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Ah, mais est-ce que c'était parce que c'était peut-être cher d'avoir le concombre? C'était quelque chose d'un peu plus premium à ce temps-là? Peut-être, Ouais, peut-être. ok. Et Mais la c'est tomate, intéressant. particulièrement chère, la tomate. Hein. Ouais, ouais. Ah oui, oui. La tomate, c'était Incroyable. particulièrement Moi, cher. j'ai fait un échange Erasmus en Finlande et j'ai été parfois dans des familles finlandaises. Toujours un demi-concombre quelque part. Ah oui. Toujours. Pour les petites tranches sur le knäckebröd. Et voilà. Oui. Non, ça m'a un peu étonnée. Oui. Et aussi, ce qui m'a étonnée, mais ça c'est en positif, c'est que nous allions chez un commerçant sur le marché qui n'existe plus aujourd'hui, mais bon. Et ce monsieur, à un certain moment, il m'a dit « Ah ben, la semaine prochaine, je ne suis pas là. » Je lui ai dit « Bon, et où tu vas ?»« Ah, je pars aux Canaries. » Et dans ma logique à moi, ces pauvres paysans qui ont à peine un peu de chaleur pour faire venir 3 carottes, comment pouvaient-ils avoir un salaire suffisant pour partir une semaine aux Canaries au mois de novembre ou octobre? Enfin, ça, je me suis dit, ouais, c'est super, quoi. Et après, j'ai compris qu'on les aidait, on les subventionnait, etc., que l'agriculture est très importante en Norvège. Donc, il y a tout un tas d'aides pour continuer à pouvoir se subvenir si jamais il y avait un problème en Norvège. Tu apercevais les prémices du Siden, qui consiste à quand les Norvégiens quittent en général, comme tu dis, en novembre ou pendant les journées courtes ou l'hiver, ils vont dans le sud pour aller avoir du soleil et de la chaleur. C'est ça, Ouais. c'est ça. Et ils aiment particulièrement les Canaries. Alors c'est vrai que c'est... Tout à fait. Grande Et donc, K. oui, Grand K, voilà, je me dis Grand K, là. Pas depuis longtemps, hein. Ah oui? Grand K, c'est devenu... Ah, d'accord. stop, quoi. Grand K. Aux Canaries, c'est plus simple, quoi. Mais Ouais. Grand K, c'est bien. J'adore. Et du coup, c'était pas trop difficile de garder le contact avec ta famille à l'époque? Alors, nous allions, les expatriés que nous étions, donc, à l'époque, on savait les cabines téléphoniques ne marchaient pas. Et donc, on faisait la queue pour aller dans une cabine où on pouvait parler 3/4 d'heure avec une pièce, à la place de devoir payer et d'avoir un paquet de pièces comme ça avant d'arriver, quoi, parce qu'il fallait, chaque fois, ça allait vite. Hein. Punaise. Donc, on faisait la queue tous les dimanches soir, on appelait mes parents, et donc, on allait là où on savait qu'il y avait des cabines qui étaient moins chères. J'adore. Et est-ce que c'était dans cette fameuse queue, est-ce qu'il y avait peut-être plus d'étrangers? Tout à fait. Il n'y avait que des étrangers. Ah oui, voilà. oui. Et puis, si quelqu'un commençait à parler plus de demi-heure, on lui tapait à la porte parce qu'on avait froid quand même, les autres. Hein. Oui. Un dimanche soir, il fait nuit, bon, voilà. Quoi. Enfin, oui. Donc on comprend que vous avez trouvé un travail, vous avez Un eu logement. votre chez vous, vous commencez à prendre vos repères. Est-ce que les débuts ont été difficiles? Au final, la transition s'est relativement bien faite pour toi? Alors, moi, j'ai eu la chance d'avoir mon mari qui m'expliquait. Donc, quand j'avais une question ou quelque chose m'étonnait, je lui demandais et il m'expliquait. Et comme lui comprenait, parlait français, avait vécu quand même en France quelques temps, au moins 1 an la dernière année, mais plus avant aussi, donc lui pouvait m'expliquer. Et donc, je n'ai pas eu de graves problèmes, quoi. Et je me souviens très bien un jour, là c'est aussi une anecdote, j'étais enceinte du second, de notre seconde, donc, et là, je le dis au bureau. Là, on est quand même plus quelques années après. Je le dis au bureau et un collègue que j'appréciais beaucoup me répond « Du Den Heldigris ».
Et ben moi, j'ai pensé carrément, j'ai pensé au cochon, quoi. Oui, moi Cochon. aussi. Gris. Et je me suis dit, est-ce que c'est une injure ou est-ce que c'est un compliment? Alors j'ai souri en me disant, bon voilà, je dis rien, je suis partie. J'arrive à la maison et je dis à mon mari, il m'a dit, Den heel die gris. Et mon mari m'a dit, mais ça c'est un compliment, ça veut dire quelle chance que tu as, quelle chance d'être enceinte. Et j'ai su après que ce pauvre collègue essayait d'avoir des enfants depuis des années et n'y arrivait pas. Donc lui, il a poussé un cri de joie pour moi en me disant, oh, que tu as quelle chance. Mais utiliser heel die gris, pour moi, ça ne Ouais, veut c'est rien une dire. Quoi. expression, Les cochons, ils se vautrent dans la terre. Non, ça me, Oui, en plus, ça m'allait pas. En plus, pour une on femme pourrait enceinte, oui, on c'est- pourrait mal le prendre. Genre, est-ce Voilà, qu'il vient de tu me vois dire que... Bravo, Voilà. ma belle truie. Bon, c'est quand même moyen. Voilà. C'est comme mon mari, la première fois qu'on marchait dans les Pyrénées ensemble, il m'a dit quelque chose avec le mot chèvre. Ma belle chèvre, il a dû me dire. Et ça, c'est pas un compliment en France. Là. Je me suis retournée, je dis mais attends, Celle aussi, ça va, tu vois, il y a des choses comme ça. il Alors, a failli après, redormir par terre, celui-ci. donc il y a des choses rigolotes comme ça. Bon, je me souviens que des choses rigolotes, il n'y a pas eu de choses qui m'ont traumatisée. Mais c'est vrai que le temps a été dur pour moi, le fait d'avoir de la pluie, très peu de chaleur. Vous avez ici quand même des étés agréables. À Stavanger, quand on a 20, on appelle ça une nuit tropicale, hein, si ça fait 20 degrés pendant 24 heures. C'est quand même... Bah, surtout en venant du sud, je me dis, voilà, ça fait c'est ça. une Donc grosse c'est ça diff. qui a été le plus difficile pour moi, Mhm. c'est de m'adapter au climat, d'acheter les vêtements de pluie, de sortir par tous les temps, comme les Norvégiens disent. Non, il ne fait pas froid, et tu n'as qu'à t'habiller, voilà. Et à la base, vous aviez prévu de rester combien de temps? Alors à la base, dans ma tête à moi, c'était 6 mois. Ah, j'adore, c'est toujours comme ça. Et puis on a dû en parler, quoi. On a dit, bon, Oui, moi, au bout de c'était 6 mois, important que je comprenne la culture, la langue aussi. Bon, et après, hop, on partait en France, quoi. C'était ma vision, et je pense qu'on en avait parlé. Et puis, donc lui a eu un travail très rapidement. Moi, 3 mois après. Donc, on commençait à se faire bien ici, quoi. Puis on a acheté l'appartement, 47 mètres carrés, on était super fiers, à nous, bon. Les premières visites, ma sœur, des amis, bon. Et puis, de fil en aiguille, on s'est dit, ben non, on a un travail tous les deux, on est bien, on reste, quoi. Mais ça ne s'est pas fait comme une décision. Oui, c'était plutôt on reste un peu plus, Voilà. et puis bon, ça Voilà. fait 45 ans. Voilà. Ce sont les projets qui se sont enchaînés les uns un peu C'est ça. à la suite des autres. Et moi, j'avoue que j'ai eu la chance de travailler dans l'industrie pétrolière, qui était un moment de croissance extrêmement important et qui m'a donné des opportunités que, et j'en suis sûre, je n'aurais pas eu en restant à Castres ou même à Toulouse. Il aurait fallu que je parte à Paris, et on connaît la vie parisienne, c'est pas Eh la oui. vie de Stavanger. Hein. Bon, il pleut, mais à part ça, ça va pas mal, quoi. Et est-ce que tu avais, très jeune, un attrait pour l'international à la base? Parce que je te pose la question parce que moi aussi, je viens du sud, de l'autre côté, sud-est, dans une toute petite ville. Et mes parents n'avaient pas bougé. On avait eu la chance de voyager en Angleterre et c'était tout. Et donc après, ça s'est fait petit à petit. Mais il y a eu cette volonté qui s'est agrandie au fil des années une espèce d'appel de l'international. Est-ce que toi, tu as eu quelque chose de similaire? Comment ça s'est passé? Oui, je pense. J'aimais voyager. Enfin, mes parents nous ont fait voyager un tout petit peu en France et un tout petit peu en Espagne ou en Suisse, enfin pas trop loin. Mais ce qui m'a peut-être motivé le plus, c'est que mon père était adjoint au maire à la ville de Castres, d'où je viens, et je lui ressemblais comme une goutte d'eau. Et chaque fois que je me promenais en ville, quelqu'un sans arrêt me disait « Ah, mais tu es la fille de monsieur Bazalgette ». Et moi, ça m'ennuyait parce que je me sentais pas libre. T'étais fille d'eux? J'étais fille d'eux. Et maman était femme d'eux. J'avais l'ambition de devenir moi-même. Plus je grandissais, après je suis allée à Toulouse, j'ai vécu une vie un peu plus tranquille, enfin tranquille d'étudiante, quoi. Et là, je revenais à Castres et chaque fois, ah oui, tu es la fille d'eux, comment va ton père? Bon, bref. Et ça, je me suis dit, non, je ne veux pas devenir la femme d'eux. Ça, c'était clair pour moi. J'avais pas envie d'épouser
la femme de l'assureur du coin ou du banquier et d'être à la maison en train d'être femme au foyer, quoi. Ça, c'était vraiment pas mon truc. Parce que tu penses que c'était un schéma qui se produisait assez naturellement Absolument. autour de toi. Oui, parce qu'à Castres, je voyais pas trop où je pouvais faire carrière, quoi. Mm. Avec l'AIESEC, qui est une association internationale d'étudiants, je suis partie en Tchécoslovaquie, au moment où c'était encore la Tchécoslovaquie, en Espagne, pour travailler quelques mois en stage. Et là, j'ai eu, en Angleterre aussi, et j'ai eu un peu cette idée que, waouh, c'est super, il y a autre chose. La France est la France, mais les autres pays sont sympas aussi. Et les gens sont sympas partout. Mon idée, c'est que il y a une petite couche culturelle, mais à part ça, on se ressemble tous, les êtres humains sur la planète. Ça m'a donné vraiment le goût de voyage. Et j'ai épousé un Norvégien, mais comme je dis, j'aurais très bien pu trouver un Italien du Sud. Je n'ai pas choisi la Norvège, ça c'est très Bien intéressant. sûr. Mm. Je n'ai pas choisi la Norvège. J'ai entendu dans d'autres de vos podcasts, d'autres ont choisi, vous avez choisi, moi non. J'ai choisi mon mari et je suis venue ici, parce que c'était là où il habitait, et voilà, quoi. Donc c'est une autre approche, et c'est pas un amour fou par définition, quoi, ou par principe. On apprivoise le pays, je pense, autrement. Et comment justement s'est faite cette relation au fil des années? Et ce qui m'intéresse aussi, c'est que tu parles de ton mari un peu comme le pont entre la Norvège, peut-être la culture norvégienne, et toi, tes repères français qu'il comprenait aussi. Oui. Est-ce que sur toutes ces années, il y a eu des hauts, des bas? Parfois, est-ce que tu as adoré la Norvège? Parfois, est-ce que tu en avais marre? Est-ce que tu as voulu partir? Comment ça s'est... Je disais que j'étais bien là où la famille était, où ma famille était, donc les enfants, mon mari. C'était là, et ça pouvait être, ça aurait pu être ailleurs. Ça, c'était vraiment mon opinion. Et j'ai eu la chance d'avoir une possibilité de carrière qui m'a beaucoup plu. Et donc, ça m'a bien motivée pour rester, en fait. Comme mon mari aussi avait du travail, on était bien, quoi. Et je voyais aussi la France un peu décliner, quoi. De 1980 à aujourd'hui, la France n'est plus ce qu'elle était. Enfin, moi, je l'ai quittée. On a toujours la nostalgie de ce qu'on a quitté. On pense que c'est toujours aussi sympa et tout, mais c'est plus le cas. Mais c'est vrai que je voyais la Norvège faire des réformes pour la retraite, pour la sécurité sociale, etc. La France était immobile et bougeait pas du tout. Et je voyais ce décalage grandir, et je me disais, finalement, on est bien ici. On est très bien ici. Et puis, à un moment, vous avez eu des enfants. Vous avez eu combien d'enfants ici? 2 enfants. 2 enfants. 2 enfants. Est-ce que là, tu t'es dit, ah mince, ils vont avoir moins de la culture française? Est-ce que tu t'es posé des questions par rapport à ça, ou ça s'est fait aussi naturellement? C'était très clair que nous souhaitions qu'ils soient biculturels, binationaux. Et donc, dès le début, moi, j'ai parlé à mes enfants en français, mon mari en norvégien. Lorsqu'on était ensemble, on parlait l'une ou l'autre langue. On allait en France au moins 2 fois par an. On les a mis dans le système norvégien. Dans le système norvégien d'abord à la crèche. Ils sont passés du système norvégien de la crèche à l'école française. Là, choc pour eux, parce que la majorité de ces petits jeunes Français savaient déjà lire en maternelle. Les nôtres... Moi, la maîtresse, quand elle m'a dit « Mais votre fils ne sait pas lire », je dis « Oui, c'est un peu votre travail, non ?» Et là, j'ai vu que les autres expats, leurs enfants étaient déjà bien avancés. Et le nôtre, non. Donc là aussi, ça a été un peu culture choc, quoi, pour moi, vis-à-vis des autres parents. Je me suis rendu compte après que dans le milieu des expatriés, il y a quand même, la maman est souvent à la maison, il y a une ambition d'aider les enfants, de les soutenir davantage que dans la crèche norvégienne où ils s'amusent. C'est clair. Ils deviennent des petits citoyens, mais ils s'amusent aussi beaucoup. Et bon, notre fils, quand même, il a eu quelques moments difficiles, mais ça s'est bien passé pour lui. Donc, il était dans l'école française, et à un certain moment, on m'a proposé une expatriation à Paris. Et là... on s'est dit, pourquoi pas? Aventure. C'est le moment. Les enfants avaient 10 ans et 7 ans. Alors, ce qu'on a fait, ça c'était sympa pour eux et pour nous aussi.
ils avaient de très bons amis, surtout notre fille Louise, à l'école française. Et ces gens, par chance, rentraient en France. Ils avaient une maison à Saint-Germain-en-Laye. Et on a su que l'école internationale était à Saint-Germain-en-Laye, à Paris. Et donc, on s'est dit, l'école internationale pour le grand, qui avait 11 ans, et pour la petite, l'école normale, l'école publique. Et on veut trouver une maison ou un appartement qui nous permette naturellement que notre fille puisse aller à l'école où va sa meilleure amie. Oh, Et ça s'est passé. C'est pas vrai. Si. Donc, Mais je trouve ça tellement bienveillant de faire tous ces choix pour votre fille, pour qu'il se trouve c'était bien. quand même important. Ouais, je sais, mais je sais pas si tous les parents feraient autant attention. Alors, j'oublie de dire que le contrat qu'on m'a donné, c'était pour 6 mois. Donc, il y avait un grand risque que ce projet ne se fasse pas et qu'au bout de 6 mois, on rentre en Norvège. Donc ça, on a bien vu ce risque-là. Donc, on s'est dit 6 mois, OK, ça sera bien pour eux. Ils comprendront comment on fait en France, comment on vit en France, etc. Au pire, ils reviendront, ils auront une expérience. Ils ne sont pas si grands que ça. S'ils perdent peut-être même quelques temps après au niveau scolaire, bon, ça va, quoi, ça ira. Mais j'avais, moi, dans l'idée que ce projet, il devait se faire et que ça serait très bien pour la société que ce projet se fasse en France. Et je me suis dit, stratégiquement, la société a tout intérêt à ce que ça se passe en France. Et donc, moi, ils m'ont envoyé un peu comme un envoyé en me disant, vois avec les autorités si ce projet d'atterrage de gazoduc peut avoir lieu en France. Donc, c'était ma responsabilité. Parler aux autorités, comprendre comment ça se passait, qu'est-ce qu'il fallait donner comme gage, etc. Tout ça. Travail super intéressant. Et 2, moi, je me suis dit, on va le faire, quoi. J'étais très motivée personnellement aussi pour que ce projet se fasse. Et finalement, on y est resté 3 ans. Donc, ça a été super. Trop bien. Trop bien. Sauf que Saint-Germain-en-Laye, je travaillais à Paris, 1h15 de transport. Oui, c'est pas la porte à côté. 2 fois par jour. Aïe. Donc, mon mari était le chef de famille. Bon, il est toujours, mais c'est lui qui s'occupait de tout. Moi, je partais le matin à 7h30 et je revenais le soir à 7h30. Donc, chercher les enfants, s'occuper de tout à la maison. Il était marié au foyer? Et il était papa foyer. Ouais. Et alors, c'était très rigolo parce que à Saint-Germain-en-Laye, vous connaissez, c'est quand même un peu BCBG, on dira. Bon. Et lorsqu'on était introduit chez des gens qui habitaient à Saint-Germain-en-Laye, on se tournait vers mon mari en lui disant « Mais qu'est-ce que vous faites ?» J'adore. Et lui disait « Je suis à la maison. C'est ma femme qui travaille. » Et on a vu des gens se retourner et partir, pas intéressés. C'est pas vrai. Si. Attends, mais j'imagine Bah qu'en ouais, plus, à cette époque. ça devait être un milieu en plus assez conservateur, Tout où en à général fait. la mère est à la maison. Tout à fait. Ah ouais. Et notre fils, ça aussi, ça nous a un peu choqués. À un moment, notre fils n'allait pas du tout à l'école. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il a, quoi? Et puis un jour, il nous a sorti le morceau, quoi, j'allais dire, et il nous a dit, voilà, est-ce qu'on est pauvre? Je dis, on lui a dit, mais pourquoi tu nous poses la question? Il a dit, parce que papa ne travaille pas. Ah oui, du coup, à l'école, on lui disait... Papa ne travaille pas, donc... Comme tu es si pauvre. maman ne pouvait Papa, pas... maman... Ouais. Oh punaise. Alors, on a dû leur expliquer que maman était expat, que ça On avait une compensait situation bien, ça et- compensait bien le salaire de papa. Bon, tout va bien, après il a compris. Mais un jeune enfant, 10 ans, quand les petits garçons lui demandent que fait ton papa, il fait rien, il est à la maison. Enfin, il fait rien. Il s'occupe de nous, en gros. Voilà. Oui. Pour eux, c'est... Ah ouais. Donc, ça a été quelquefois, il y a eu des choses comme ça. C'est vrai qu'en plus, remis dans le contexte, dans l'époque, c'était Attends, mais moi, je suis hyper fan, là. Parce que hyper moderne. hyper Cette moderne, histoire. hyper... même pour la Norvège, je dirais... à ce moment-là, je pense qu'il n'y avait pas tout ce qui est congé paternité, en tout cas peut-être pas aussi longtemps que maintenant. Non, c'était un peu long pour moi. Je n'ai pas tout pris. Il me fallait revenir au travail. Mais j'adore. C'était combien de temps tu te Non, rappelles pour le premier, j'ai dû reprendre... Oui, parce qu'on n'avait pas de crèche à l'époque. Ah oui, Ah c'est oui, ça, oui, j'en ai on entendu avait- parler, ça. On n'avait pas de crèche, on n'avait pas de place de crèche. Donc, il fallait avoir quelqu'un qui vienne à domicile. Ça s'appelait Dagmama. Ouais. Oui. Ça existe encore, mais c'est plus aussi Voilà. important, j'imagine, qu'à cette époque-là. Voilà. oui. Donc, j'ai appris qu'en France, aujourd'hui, les Dagmama, elles sont quand même certifiées, contrôlées, etc. Là, non, ce n'était pas le cas.
Donc, on prenait un peu... pas par hasard, on avait une interview, mais enfin, je veux dire, on ne savait pas, quoi. C'était pas forcément Donc, quelqu'un c'était de pas- diplômé. Voilà, donc on a aussi des épisodes où la jeune femme qu'on avait pris changeait pas la couche de notre fils pendant toute la journée. Oh, Quoi. Je veux dire, punaise. on arrivait... bon, alors celle-là, elle a été facilement... On l'a Congédiée. remerciée vite fait. Et on a eu des garçons au père. Alors, attends, mais j'adore. Attends, mais d'abord, je reviens. Attends, mais là, t'es en train de casser tous les mythes qui existent. J'adore. Revenons sur... La durée. Non, mais le Non. père à la maison. Pourquoi Mais En qu'est-ce que France. tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Mais moi, je veux faire ça, moi. J'attends le contrat. Mais j'attends que tu m'entretiennes. J'attends le contrat expat pour pouvoir t'entretenir. Non, mais oui, tu disais que pour le congé maternité, il était déjà long à l'époque pour la Oui, maman. Il n'était pas si long que ça. Hein. Il C'était était pas si un long. an, Pas- c'est clair. Peut-être je suis revenue au bout de 5-6 mois. Moi, je D'accord. pense, Et au premier. le papa, il avait combien à l'époque? Alors le papa, il travaillait dans une société où son chef, en second, avait épousé une Française. Et lui, par contre, il était très conservateur. Et quand Christian, mon mari, lui a dit « Est-ce que je peux prendre quelques jours de congé de paternité ?» Il lui a répondu quelque chose du genre « Ah, mais vous savez, les hommes ne sont pas faits pour s'occuper des bébés. » Genre comme ça, quoi. Donc ça veut dire, pas question, toi tu restes au travail, quoi. Je veux dire, bon, donc il n'en a pas eu beaucoup. il a dû avoir 15 jours, quoi, mais Ok. pas plus, quoi. Donc ça D'accord. aussi, Ça a évolué. ça a beaucoup, beaucoup évolué. Attends, mais du coup, un papa au foyer pendant Là, on est dans l'expatriation, Voilà, 3 ans, oui. un garçon au père dont il faut que tu nous parles, Ah oui. et toi qui as aussi dit une phrase Deux que je garçons trouve... au père. 2 garçons au père, j'adore. Et tu as aussi dit une phrase que je trouve très moderne. C'était un peu long de s'occuper des enfants et je voulais retourner au travail. Ah oui. Et ça, je trouve que c'est quelque chose... comme quoi, tu vois, je pense qu'il y a certains cycles. En Norvège, c'est tellement important la famille et les enfants que j'ai presque l'impression qu'on n'a pas le droit de vouloir se retrouver son travail. Donc je trouve ça important que tu dises que toi, tu avais cette volonté-là et il a fallu que tu trouves comment le faire aussi. Oui, parce que bon, j'étais dans la mentalité française, moi. Mhm. J'étais dans une société britannique et néerlandaise, donc, où quand même il y avait la culture pas norvégienne, hein, c'était la culture internationale. Donc, je me disais qu'il fallait quand même bosser et montrer qu'on était intéressé, quoi. Voilà. Donc, j'étais gênée à l'idée d'être si longtemps hors du travail. Et en plus, je m'ennuyais. Voilà, c'est Parce ça aussi. que- Ouais. Je n'avais pas d'amis ici, des collègues que j'avais eus, mais bon, c'était plutôt des collègues masculins, hein, donc je ne peux pas aller au café avec, et toujours le mauvais temps. J'ai pas eu ce genre de groupe-là où les Oui, mamans se j'allais te dire, rencontrent, ouais. vont au café, tout ça, j'ai pas eu ça, moi. Hein. Ouais, ça n'existait pas à l'époque, Non. le Barcel groupé. Et si ça existait, mais j'ai pas été introduite Invitée, ou ça ouais, ok. m'intéressait pas. Enfin bref, on était dans Ça la s'est pas chambre, fait, on ouais. était 5 mamans. D'accord. Oula, Ce qui oui. est sympa, parce qu'au moins on s'explique tous nos problèmes. Tu sais, quand Ouais. tu accouches, tu es un peu comme ça. Donc voilà, donc c'était sympa, mais peut-être elles se sont fait un groupe. Moi, j'étais pas. Je me D'accord. sentais pas introduite, quoi. J'ai Ouais, pas ouais. voulu, j'en sais rien. Mais bref, je me trouvais à Soula, où j'habitais, donc bon, pas au centre-ville de Stavanger. Et de temps en temps, on avait le droit de donner nos enfants, de laisser nos enfants dans ce qui s'appelle le barnparkering. C'est terrible comme mot, quoi. Hein. On C'est le parque les parking. enfants. Tu vois, si on avait un rendez-vous médical où on avait vraiment besoin d'être seul et que le papa ne pouvait pas sortir du travail parce qu'il ne pouvait pas, hein, eh bien, on pouvait laisser nos enfants un quart d'heure, 1 heure maximum, 2 heures maximum, dans un endroit qui était pas du tout comme une crèche, hein, mais c'était un endroit correct. Et donc, on faisait nos courses, on allait au docteur très vite et puis on rentrait, quoi. Et c'était tout. Donc, pendant les premiers mois, c'était ça. Ensuite, on a eu cette Dagmama, enfin plusieurs, parce que ça n'a pas trop bien marché avec les premiers, etc. Et puis enfin, on s'est dit, il nous faut une autre situation, parce que moi, je commençais à voyager. J'avais changé de poste, j'étais plus à la Shell, j'étais chez Statoil, qui s'appelle maintenant Equinor. Et là, j'étais dans un service un peu commercial, marketing, analyse de marché, et il me fallait un peu partir. Donc, on s'est dit, pourquoi pas un garçon ou une fille au pair.
Et la première personne qu'on a connue, ça a été un garçon. Et ce garçon, il s'appelait Philippe. Et il est arrivé ici, il avait un peu parlé norvégien parce qu'il était allé faire des études à Caen. Donc, il connaissait un peu quelques mots et il est venu très gentiment ici. Et il s'en est occupé beaucoup de nos enfants. Et surtout Louise, notre fille, qui était un peu réticente vis-à-vis de lui, ce garçon au père a commencé à faire des crêpes, comme on fait dans son pays. Et les crêpes, ça a été la clé qui a fait que notre fille a adoré Philippe. Tout d'un coup, là, ça allait très bien. Voilà, donc on a eu un Philippe 1, on l'appelle un Philippe 1, et Philippe 2. On a eu 2 garçons au père. La dynastie des garçons au père. Voilà. Et une jeune fille au père, la 3e. Et du coup, j'adore parce que les garçons se sont très bien occupés des enfants. Vous étiez contents. Ah oui, oui. Oui, oui. Trop bien. Ils avaient quel âge à l'époque, les Ils enfants? avaient une vingtaine d'années. Wow. Et les enfants, ouais. Ils avaient de l'école 6 ans jusqu'à 9 ans. Mmh. Et après, on est parti en France. Oui, pendant l'expatriation. Ok. Ouais. Non, mais génial. Donc, non, ces jeunes, ils étaient sympas. En plus, ils étaient tous... on leur prêtait la voiture le soir, la fameuse 4L. Et donc, Elle ils était étaient toujours libres. d'actualité. Ah oui, oui, tout à fait. Donc, ils étaient libres le soir. Nous, on était aussi libres. Donc, ça s'est bien passé, ça, les garçons au père et la fille au père, la dernière. Et ensuite, on est parti en France. Donc là, c'était simple. Enfin, c'était simple. Mon mari a dû quitter son travail, mais c'était un concours de circonstances qui faisait que c'était possible pour lui. Et donc, voilà, on est parti 3 ans pour 6 mois qui se sont prolongés à 3 ans. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est après le retour en Norvège, après 3 ans en France. Alors, le retour en Norvège, d'abord, on a retrouvé notre maison, parce qu'à l'époque, la société nous permettait, enfin, il louait pour nous. Et on avait un salaire, un loyer fixe, c'était super sympa ça aussi. Financièrement, c'était très bien. Et donc, on a retrouvé notre maison, donc les voisins. Mais la question, c'était, est-ce que nos enfants vont continuer dans le système français ou non? Et là, recherche, et on nous dit, l'école de Stavanger, elle arrivera peut-être jusqu'en seconde, mais pas plus. Après, il faut aller à Oslo ou en France. Et il n'était pas question pour nous de laisser nos enfants partir ou de déménager à Oslo ou en France ou qu'ils soient pensionnaires, etc. Ça, ce n'était pas la question. Pour nous, donc, on s'est dit, OK, on les met dans le système norvégien. Sachant que de passer du système français d'un lycée international quand même avec un niveau assez important vers le système norvégien, ça pose pas de problème, sauf au niveau de la maturité des enfants. Les enfants norvégiens sont beaucoup plus mûrs. Ils savent, ils prennent les responsabilités, ils sont tout à fait... On leur apprend autre chose qu'en France. En France, on leur apprend à lire, à écrire et à apprendre par cœur. En Norvège, ce n'est pas le cas du tout. Donc, on nous a dit au niveau maturité, il est peut-être préférable que l'un des deux redouble, en quelque sorte. Ah, c'est incroyable. De façon à se mettre un peu dans la mentalité et la façon d'être ici. Et ça s'est bien passé pour ça. On a écouté les profs et l'école, mais c'est vrai que moi, quand je suis arrivée dans cette école norvégienne et qu'on nous a dit que l'enseignement n'était pas dans la stratégie de l'école, je me suis dit, où on va, quoi. Si l'enseignement n'est pas dans la stratégie de l'école, c'est... Il y avait quoi dans la stratégie de l'école? Je ne me souviens plus, mais c'était un truc triangle, c'est pour ça que je le montre comme ça. Ouais. Il y avait déjà beaucoup autour de l'autonomie. Oui, c'était à peu près faire des citoyens quelque part. Enfin, c'est comme ça que je m'en souviens, moi. Mais c'était pas élitiste, loin de cela, quoi. Ouais. Donc on venait d'un système élitiste à un système quand même plus décontracté, quoi. Oui, ça a toujours cette réputation de... C'est fou, hein, ouais, je me rends compte que combien on est teinté par le système scolaire dans lequel on a évolué. Hein. Ah oui, tout à fait. Hein. Ouais. Et est-ce que ça a été difficile pour vous, le retour? Est-ce qu'il y avait des choses qui vous manquaient de la France? Ou est-ce que vous étiez trop content de revenir en Norvège? Ou est-ce qu'il y a des trucs qui étaient un peu plus durs? Comment ça s'est passé? Parce que j'imagine... Ouais, ça a dû être une petite bulle française et puis après, retour... Non, c'était pas vraiment une bulle française, c'était une bulle d'expatriation. Parce qu'on se retrouve avec de nouveau des expatriés, des gens super sympas, très ouverts, très accueillants, qui vous ouvrent tout de suite leur maison, hein, parce qu'on sait qu'on est ensemble pour quelques années, donc autant vaut-il en profiter ensemble.
Donc, très, très sympa. Mais c'était une bulle d'étrangers. Je me disais, tiens, c'est une double expatriation. Je pars de Norvège et je vais à Paris. Je ne vais pas chez moi, je vais à Paris. Et là, Paris, c'est pas le Tarn. Hein. Mais c'est trop drôle que tu dises ça parce que donc, je viens du Sud-Est, Lucie de Paris. Et quand je raconte aux gens, moi j'étais vraiment à la base quand même, j'ai un peu cette âme de sudiste. Je ne mettrai jamais un pied à Paris. Au final, j'adore y aller, mais parce que pour moi, c'est un autre monde déjà. Je suis déjà à l'étranger quand je suis à Paris en fait. Pour des raisons que j'adore, pour d'autres que j'aime peut-être moins, mais il y a déjà un choc culturel en fait qui opère. Donc toi, c'était vraiment l'expatriation dans l'expatriation. Oui, oui, oui. Et donc, je me souviens très bien, Saint-Germain-en-Laye, c'est quand même une ville très sympathique, mais quand même, faut s'habiller pour aller au marché, quoi. Hein. Mieux, hein. Et donc, c'était pas Paris, intramuros. Oui. Et c'était là où il fallait aller avec des enfants. On ne peut pas vivre à Paris et aller au théâtre tous les soirs. C'est comme ça que moi, j'aurais aimé vivre à Paris, mais ce n'était pas possible, tu vois. C'était quand même sympa, très protégé, joli, tout ça, mais... c'est quand même Paris, quoi. Et puis, tu as l'accent que tu as, que je n'ai jamais changé, moi. Et je me souviens, une fois, je me suis fait attraper. Enfin, je faisais la queue chez un maraîcher. Et j'ai dû lui demander, je ne sais pas, moi, des endives ou des carottes, je ne sais rien. Et puis, il s'est moqué de mon accent. Et là, moi, j'étais furieuse. Je lui ai dit, si vous ne voulez pas me servir comme ça, je m'en vais. Comme ça, fort. Et il y avait cette personne à la queue. Mais tu ne te sens pas chez toi, quoi, quand on te fait une réflexion pareille. Alors maintenant, j'apprends que c'est sympa d'avoir des accents. Les gens ne sont pas contre les accents. À un moment, il fallait le gommer, en fait. Mais à ce moment-là, il valait mieux les gommer. Donc, D'accord. Non, mais ceci dit, je comprends très bien, parce que dans le milieu professionnel, je pense... Alors, au marché, c'est vrai que ça peut surprendre de se prendre ce genre de remarques, hein, mais dans le milieu professionnel, je pense aussi qu'un accent du Sud, c'est pas forcément simple à porter dans d'autres villes. Je fais un peu un aparté, mais je trouve ça intéressant aussi. Oui, non, mais c'est sûr, parce que bon, moi, là aussi, quand j'avais un bureau qui était loué par ma société chez Gaz de France. Et là, il y avait des Français, donc des vrais Français, des Français qui n'étaient pas partis. Mais j'étais vue comme la Norvégienne. Donc je jouais un peu de ça, c'est très bien. Hein. Quelquefois, tu es français, tu comprends quelques trucs, et quelquefois, tu te fais bête en te disant... Je ne comprends pas parce que là, en Norvège, on ne fait pas comme ça, quoi. Donc, si tu veux, tu joues sur les deux tableaux, ça se passe très bien. Là, j'ai pas du tout souffert. J'étais la représentante de Statoil là-bas, et du coup, on me considérait bien, quoi. On ne s'est pas moqué de mon accent. Et quand tu étais en France, est-ce qu'il y avait des choses de la Norvège qui te manquaient? Tu te disais, ah, quand même ça... Alors, nous achetions de la mayonnaise. nous faisions apporter de la mayonnaise norvégienne. Ah bon? Oui. Alors, je ne sais pas pourquoi. Trop drôle. Et bien sûr, la saucisse et le saucisson me manquaient. Hein. Ah. Bon. Quand j'étais ici. Mais peu à peu, on se déshabitue. Et est-ce qu'il y avait déjà, tes enfants notamment, je pense, est-ce qu'il y avait déjà tout ce qui était brunost, skinkeost et tout ça? Oui. Ouais, c'était déjà présent. Mais j'avais la chance d'avoir un mari qui n'aimait pas le brunost. J'adore, j'avais la chance. C'est une chance, selon Christine. Donc, nous avions du brunost dans le frigo, mais on ne l'utilisait qu'une fois pour Noël, pour une certaine sauce que mon mari faisait. Brunost, en général, on le jetait au mois de juin. Trop drôle. C'était le brunost annuel. Ouais. Mais j'adore le fromage en tube, moi, par exemple. C'est pas du tout gastronomique, mais Rekeost... Il n'y a pas mieux pour le petit déjeuner, en fait. Oh, d'accord. Ah ben, tu vois, j'ai quand même été goûter le skinkeost de ma fille. Je me dis, je comprends pourquoi ça leur plaît, quoi. Tu vois, il y a ce petit truc de mayonnaise, on y revient aussi, le voilà, tube, il y a un truc. Il y a quelque chose là, je ne sais pas l'expliquer, mais... Sur tes bons conseils, je vais essayer le Rekeost. Donc, oui. Qui est donc du fromage en tube à la crevette. Voilà. J'espère que vos papilles sont en ébullition, là, en écoutant ça, mais on va essayer. Alors, j'ajoute à la liste le barne pâté. Ah oui, il y a la tête d'un enfant dessus. Voilà, c'est aussi, ça, ouais. lèvre postei. Parce que ça, on donne... Enfin, nous, quand nos bébés étaient petits, c'était la première chose qu'on leur donnait. Et ici, la première fois que j'ai commencé à me dire que le petit déjeuner, le lunch, il n'y a rien, quoi, c'est 2 tartines ou 3, et c'est tout, ça ne va pas, quoi. Donc, il faut se forcer à petit déjeuner. Et donc, j'ai commencé avec le petit pâté des bébés, que j'aime toujours. J'adore. C'est toujours au petit-déj? Toujours. Oh punaise, incroyable. Ou le Rekeost, l'un ou l'autre.
Ouais, mais incroyable. Faudrait que tu le mettes sur la vidéo, les petits. Les références. Mais en soi, moi, j'ai goûté aussi par curiosité le leverpostei et ça a vraiment juste un goût de pâté de foie. C'est un peu sucré, Ah ouais ça c'est pas du bon pâté français. Ah oui, non, excuse-moi. non, non, non. Moi, je parle de la petite boîte et pareil, je me faisais dégoûter avec quand j'avais une grosse fringale. Je trouve que c'est quand j'ai goûté, je me suis dit ah oui, ça ressemble à un pâté de foie. Mais j'avais pas du bon pâté. Mais toi, oui, mais non, mais je parlais à quelqu'un du Sud-Ouest. Non, bah non, non. non, enfin, je veux dire, ça s'appelle du pâté. Bon, on dit pâté, quoi, Ouais. mais c'est une pâte. Oui. Hein, Ouais. Bon bah voilà, on sait ce qui nous attend au petit-déj. Voilà. dès demain. Et du coup, pour les enfants, ça s'est bien passé, la transition à l'école norvégienne Alors, je me souviens toujours de la plus petite, parce que c'est elle qui nous faisait le plus peur, en fait. Elle était plus petite, bon, voilà. Et elle a eu la chance d'avoir une amie qui s'est occupée d'elle dès le début, D'accord. qui l'a prise avec elle sous son aile, etc., dans la classe. Et les parents étaient super sympas aussi. Et donc, ça s'est très bien passé. Bon, Et tant le mieux. système norvégien n'étant pas à forcer les enfants, ça s'est bien passé. Et Henri, il était quand même bien content de revenir dans un système plus cool, hein, franchement, parce que Oui. là, il y a eu des épisodes difficiles avec lui, parce que, d'abord, il se sentait pas bien là, avec cet épisode de papa travaille pas, on est pauvre, et puis il forçait beaucoup hein, En France en France. Ouais. Oui. Donc, ça a été plus cool, quoi. Puis on s'est remis dans la maison, les amis du coin. Enfin, ça s'est plutôt bien passé. Vous n'étiez pas triste d'être revenu Non, on n'était pas triste d'être revenus. C'était une nouvelle vie. Ils allaient à l'école. Nouveau travail pour nous. Et les enfants, juste pour savoir un peu plus, après pour leurs études, ils sont partis de Stavanger? Alors, eux ont eu tous les deux envie de partir avec une année au lycée. Ils sont partis à la seconde année du lycée. Le grand nous a dit les États-Unis. Moi, je me souviens, j'étais en pleurs. Laisser partir son enfant à 17 ans, c'est dur. C'est dur, mais bon, voilà. Ça s'est très bien passé pour lui. Jusqu'au moment où nous étions, alors là on reparle de nourriture, on est français, on était en train de réveillonner en France, dans le sud-ouest, chez ma sœur. Et là, on avait les huîtres, le foie gras. Enfin, bon, je ne fais pas la liste, hein, c'est typique. On salive. Et on appelle notre fils. Et là, il nous dit, il écoute et il nous dit, et on lui demande, et toi, qu'est-ce que tu manges? Et ben, il nous a dit, j'ai fait réchauffer un petit truc au micro. On mange pas dans ma famille, on ne se met jamais à table. Donc là, on s'est dit, il ne fallait pas lui parler de tout ça, quoi, parce que c'était affreux, quoi, pour lui. Pareil, culture choc, hein, aux États-Unis, cette famille ne se mettait pas à table. Ah ouais. Ils étaient super sympas hein, pour d'autres raisons. Mais, Ils avaient des repères différents. Voilà, et puis ils avaient eu Thanksgiving, donc ça s'est très bien passé. La dinde, c'était le seul jour de l'année où Henri a eu un repas, un vrai repas où il y avait 3 à manger. Et c'est tout, quoi. Et Noël, 1er de l'an, tout ça. Donc là, c'est un peu dur tout d'un coup, là, cet épisode, on s'est dit, waouh, c'est dur, quoi. Il faut faire attention quand on parle aux gens. Ça aussi, c'est culturel. Hein. On le comprend quand on habite ailleurs. On ne fait pas la même chose que si on n'est jamais parti de son pays, quoi. On ne pose pas les mêmes questions. Voilà. C'était une leçon. Notre fille, elle est partie au Canada, anglophone, donc aussi pour apprendre l'anglais correctement, et elle y a passé 1 an aussi. Et c'est quand même moins dur. Le Canada est plus sympathique que les États-Unis, hein, au niveau culture, etc. Donc, ça s'est bien passé pour les deux. Et donc, ils sont trilingues. Et après, quand ils sont revenus, ils pouvaient faire des études à Stavanger? Alors, notre fils est revenu, mais à l'époque, il a perdu 1 an parce que l'année où il était en Angleterre, aux États-Unis, il n'a pas compté. Donc, il a repassé son année. Notre fille, ça a été accepté. Et donc, elle a continué ses études, Bergen et Trondheim. Est-ce que la France a une place importante pour eux? C'est difficile pour moi de répondre. Ils sont norvégiens, très clairement. Ils ont un attachement vers la France. Ils parlent la langue. Ils l'écrivent avec quelques fautes, mais bon, on passe. Ils sont allés en France tous les étés. Ils ont de très bons contacts avec leur cousin germain, c'est très important aussi. Mais ils n'ont pas eu, par exemple, l'envie d'aller s'y installer? Ah non, Non. non.
Aujourd'hui, vivez-vous en Norvège? Aujourd'hui, notre fils vit ici, à Ouais. Oslo, et notre fille vit à Sula, donc à 17 km de chez nous, à Stavanger. Et d'ailleurs, D'accord, j'en c'est trop profite pour donner le contexte de notre rencontre. C'est que ça remonte à il y a 1 an. Véronique nous a mis en contact et on a pris contact, on s'est appelé, on a essayé de comprendre est-ce qu'il y avait un intérêt mutuel à faire un épisode ensemble. Et tu as essayé, quand tu venais aider ton fils et ta belle-fille avec les enfants, on a essayé de faire concorder les agendas. Au final, on n'avait pas encore réussi, mais 1 an plus tard, on se rencontre. Ça y est. Ça s'est enfin fait. Et donc, je me posais la question pour tes enfants et leur relation à la France. Pour toi, c'est comment, après 45 ans de vie en Norvège, tu as dit que parfois ça pouvait en tout cas dans le cadre de l'expatriation, ça te donnait cette souplesse de jouer un peu sur un tableau ou sur l'autre. Qu'est-ce qu'il en est chez toi, ici en Norvège? Comment tu te sens? Je me sens toujours française. Et je me sens plus norvégienne en France. Je me sens vraiment moi-même sur le marché de Castres, parce que là, je peux poser mes questions et personne ne me parle de mon accent. Sinon, je suis bilingue en norvégien, mais j'ai cet accent. Et au bout d'un certain temps, on m'écoute, et puis au bout de ce temps, on dit comme du fra Tyskland. C'est-à-dire, est-ce que tu viens d'Allemagne ou de Pologne? Enfin, ils me posent des questions parce qu'ils ne savent pas si c'est un accent français ou un autre accent. Mais ils comprennent bien que je ne suis pas norvégienne. Et là, moi, ça me fait quelque chose, toujours. Parce que peu importe que tu parles la langue et le nombre d'années que tu es là, tu resteras étrangère. Oui, voilà. Et quelque part, on s'y fait. On n'est pas tout à fait comme les autres. Mais au même titre qu'on n'est pas tout à fait comme les autres quand on va en France. Exactement, parce qu'on n'est plus français. Enfin, moi, je ne suis plus aussi française que je l'étais quand je suis partie. J'ai évolué, comme on évolue en 45 ans, et on est quelqu'un d'autre. On aime la France, on aime la Norvège, et puis on est un peu... On navigue entre les deux, ouais. Et c'est vrai que nous avons toujours dit avec mon mari, ça sera un enrichissement culturel. On essaie de prendre le meilleur où il existe. Nous, je trouve qu'au bout de 7 ans de vie ici, quelque chose qu'on n'avait pas prévu, parce qu'on avait des profils très internationaux, on adorait ça dès le début, on avait appris l'espagnol, l'Amérique latine, il y avait aussi eu Dubaï, l'Angleterre, la Finlande, enfin, on était vraiment en demande. Je pense que d'avoir des enfants, peu importe où c'est, même en restant dans son pays, c'est vraiment une autre vie qui s'ouvre. Et là, en Norvège, comme il y a vraiment cette famille et l'enfant qui est placé au-dessus de tout, je pense que la conformité qui s'impose un peu à toi, tu te retrouves dans cette machine peut-être, en tout cas pour nous, est assez pesante. Est-ce que pour toi, il y a des choses qui ont été difficiles au fil des années sur la vie en Norvège et comment tu as su peut-être les apprivoiser? L'éducation a beaucoup évolué, je trouve. Et nous étions dans un milieu d'expatriés, nous. Donc, moi, je me souviens quand j'étais enceinte, là je reviens au début, mes livres pour apprendre comment on fait être maman, papa, etc., c'était non seulement Laurence Pernou, mais ça n'a pas été le premier, c'était des livres britanniques, australiens. Donc là aussi, tu ouvres ton esprit à d'autres choses que ce qui est typiquement norvégien ou français. Et ça, moi, ça m'a beaucoup plu. C'est ça que j'ai recherché, quoi. J'aimais ce milieu d'expatriés, quoi, d'internationaux, des gens qui te racontent des trucs que tu sais pas, qui mangent différemment, qui ont une autre vie, une autre façon de voir. C'est très enrichissant, ça. Ouais, à Stavanger, c'est tellement international qu'au final, t'es pas dans un environnement 100% norvégien du tout. Non. Donc, tu as pu garder ça différent. au fil de ta vie? Chaque fois que nous sommes revenus, on a trouvé que nos amis norvégiens étaient peu intéressés d'apprendre ce qu'on avait vécu. Au bout de 2 fois, et ils se remettent dans leur petite vie qu'ils connaissent. Et ils ne sont pas intéressés par ce que toi, tu as vécu. Et ça, c'est pareil en France. Bien sûr. Pareil en France. On a en ce moment, aujourd'hui aussi, des amis qui sont ou binationaux ou qui ont vécu à l'étranger. On se comprend mieux. Et puis on peut s'amuser un peu de certaines coutumes ici, quoi. Ouais. Gentiment. Il faut faire attention, il faut
toujours faire attention, beaucoup respecter. On habite en Norvège, on s'habitue. Hein. Ce n'est pas nous qui arrivons avec nos Bien façons sûr. de travailler ou de vivre. C'est eux. On les observe et on fait ce qu'il faut faire. C'est comme ça que moi, je l'ai compris. On s'adapte. Et puis, lorsqu'on s'adapte, après, quand on se trouve un peu en confiance, on peut dire, ah ben là, franchement, les Norvégiens, voilà. Et c'est pas évident. Malgré tout, c'est pas évident d'en parler. Et c'est vrai que c'est pas évident non plus que des Norvégiens critiquent la France. Parce que là, moi, je deviens très française. Maman Louve qui ressort. Carrément. Non, mais je Vous voyez comprends ce que je veux dire. Mais parce que je pense aussi que c'est dans la société norvégienne, on critique pas de toute façon. C'est moins la compétition qu'en France. Enfin, je trouve qu'à l'école, on leur apprend à être vraiment très respectueux, égalitaire. Et j'ai l'impression que ça continue en étant adulte. Et voilà, et nous on est éduqués à l'opposé, à dire non, à manifester. L'esprit critique très tout à jeune, fait. en fait. Maintenant, je me rends compte combien ça peut être peut-être une faiblesse, mais après être parfois avec le sentiment d'être entouré de beaucoup de conformité, je me dis, tiens, cet esprit critique, c'est que ça peut être une force aussi quand même. Oui. Est-ce qu'on Oui, et retrouve puis peut-être parce plus quand on s'entoure d'étrangers Parfois, ils ont peut-être l'impression qu'on critique, mais nous, c'est pas qu'on veut critiquer la Norvège, pas du tout, sinon on partirait si on n'était pas content. Bien sûr. C'est plus, on se dit, nous, en tant qu'étrangers, ce côté-là, c'est un peu plus difficile à vivre pour nous, parce qu'on n'a pas été élevés comme ça. Mais comme tu dis, on s'adapte. Et qu'est-ce que vous aimiez faire en dehors du travail en Norvège ? Un peu de ski, mais on n'est pas très sportif. Donc, on ne faisait pas grand-chose, en fait. Hein. Enfin, on ne faisait pas grand-chose. Travailler en couple avec 2 enfants, et les amener là où il faut pour le sport ou les activités extrascolaires. Je veux dire, je vois mon fils, il prend la tente et il dorment dehors avec les enfants dès qu'ils avaient 3 ans. Et nous, on ne l'a pas fait, ça. Hein. Et arrivé à la retraite, c'était aussi naturel de rester ici ? Vous n'êtes pas dit, on rentre au soleil ? Bonne question. À l'âge de 40 ans, j'ai dit très clairement que je rentrais en France. Il n'était pas question que je passe ma retraite en Norvège. Alors, je l'ai dit à mon mari et j'ai dit, écoute, tu fais ce que tu veux, mais moi, je pars. J'avais 40 ans, 41, quoi. Et alors, il m'a dit, écoute, je viendrai. Bon, j'ai dit, super. La conversation est close. Voilà. Mais on en a quand même un peu reparlé. Chaque fois, je disais, je commence à faire du golf, parce que le golf, c'est bien, on marche et tout, c'est sympa. Tu peux devenir vieux, jouer au golf jusqu'à 80 ans, bref. Hein. Ça n'a pas marché, le golf, pour moi, cette petite balle que je ne trouvais pas dans la nature, là, ça n'a pas marché du tout. Donc, on s'est mis au kayak. Ça, c'est mon mari qui a choisi. Kayak de mer. Ça, c'est super. Et puis, donc, retraite, moi, anticipée. J'avais même pas 60 ans quand j'ai eu la chance de partir. Ça a été très dur. Oui, d'arrêter tout de d'un travailler. coup, là, on te dit, si tu veux prendre le paquet, on te le donne. Et là, tu te dis, mais attends, moi, je suis indispensable à ma société. Comment feront-ils sans moi, quoi, Bien sûr, après tant d'années, c'est... Et tu te dis que, bon, finalement, pourquoi pas, hein, tu penses que ça peut être une autre vie, etc. Et puis, bon, voilà, tu t'en vas, et puis ça se passe bien. Parce que tu l'as décidé. Mais les petits-enfants arrivent. Et les petits-enfants, ils habitent en Norvège. Et là, tu te dis... Qu'est-ce que tu vas faire en France ? Punaise. Tu n'es plus française 100%. Tes amis, tu les as oubliés, il n'y en a plus, ils ont déménagé, etc. Ils ont changé de vie, tu n'as plus de point commun avec eux. Où vas-tu vivre en France ? Castres ? Oui, bof. L'idée de repartir en France, ce n'était pas une bonne idée. Ce n'est pas réaliste. Et principalement parce que, surtout, les petits-enfants sont là, les enfants sont là. Et puis, tu t'es fait ta petite vie, tes activités. Tu vis dans un milieu quand même international, même à Stavanger. Spro Café, ici ou là, comme je fais. Je vais à des conférences. Je suis occupée tous les jours, moi, presque. Si je veux, je pars tous les jours faire des trucs, quoi. Mon mari aussi. Voilà. Donc, on ne saurait plus vivre en France comme on pensait pouvoir le faire. Et quand je dis je suis depuis 45 ans en Norvège, je ne réalise pas, franchement. Bien sûr, c'est passé vite. Je me pose une question. Est-ce que c'est important pour toi
Et d'ailleurs, est-ce que vous l'avez toujours aujourd'hui, d'avoir gardé un pied-à-terre en France? Oui, ça c'était super important. Et à un certain moment, on s'est dit, et c'était après la France, hein, on s'est dit, oui, il nous faut un pied-à-terre. Parce que vivre chez ses parents ou vivre là où on t'accueille, c'est pas évident hein, de poser ses valises, d'être à l'étroit. C'est très sympa, hein, mais tu es pas chez toi. Tu découvres que tu manges trop. Tu Ah bon? manges trop bien. Les gens veulent te recevoir grandement pour te faire Oui, oui. plaisir. À Noël, c'est infernal de passer Noël en France. C'est 2 repas par jour pendant 10 jours, quoi. Tu es mort, quoi. Tu vois? Nos petites tartines, elles nous manquent, quoi. Notre pâté en tube, quoi. Le foie gras à force, bon, voilà. Ouais. Quoi. Non, je m'amuse. Et je me pose une question sur ça. Stavanger, c'est toujours aussi prisé par les expatriés parce qu'il y a toujours les grandes compagnies pétrolières qui sont là-bas ou ça l'est un peu moins? Ça l'est beaucoup moins. Beaucoup de sociétés étrangères ont quitté la Norvège parce qu'ils pensent qu'ils ne vont pas retrouver ce que nous appelons dans le jargon l'éléphant, le gros champ pétrolier qui va durer pendant 50 ans. Ils ne pensent plus pouvoir trouver ça. Donc, les grandes entreprises, Exxon, Shell, tout cela sont partis. Total n'est plus opérateur, par exemple. C'est-à-dire qu'ils ont des intérêts dans des champs pétroliers, mais ils ne sont pas les gestionnaires en chef. Et donc, ils ont besoin de beaucoup moins d'employés qu'ils avaient avant et de cadres. D'accord. Donc, la société s'est rétrécie énormément. Il n'y a plus l'école française, il n'y a plus le centre culturel, l'Institut français, donc. Il y a quelques familles à l'OTAN, et puis il y a quelques jeunes, des trentenaires ou moins, qui sont super diplômés et qui arrivent et travaillent dans les startups. C'est beaucoup moins francophone et francophile qu'avant, mais il y a toujours des étrangers, mais il y a des étrangers d'un peu partout, quoi. Mais il y a encore 10 à 15% d'étrangers qui vivent à Stavanger sur la population, c'est quand même important. Et désolée, je saute un peu, mais j'ai mes questions qui arrivent comme ça. Tes petits-enfants, ils parlent français? Ah, ça, c'est une bonne question. Ça. On aimerait bien. Alors, ceux d'Oslo nous comprennent. On est très ravis de ça. Notre fils a fait un effort pour leur parler français. Il leur parle français. À Sula, c'est pas le cas. Donc, nos 3 petites filles ne comprennent pas le français. Et ton mari est francophone, en fait? Oui. Mais on a quand même le plaisir, quand nos enfants vont en France, ils parlent français, ils parlent bien français. Mais c'est vrai qu'on aurait aimé que nos petits-enfants parlent français. Garde ce côté. Si tu rencontres la Christine qui allait offrir ce croissant à ce Norvégien, qu'est-ce que tu lui dirais sur toutes ces années, ce parcours? Ça s'est très bien passé finalement. C'était un bon choix de donner ce croissant à C'est Christian. un bon choix de l'avoir acheté. Et puis après, ça s'est fait. Hein. Ouais, Non, trop bien. C'est une belle vie, la Norvège. On a bien vécu ici. On vit bien, je trouve. Hein. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur ton activité peut-être actuelle aussi de guide? L'activité de guide, ça permet de continuer à parler français. C'est bien. Parce qu'on l'oublie. C'est sympa parce qu'on peut avoir en quelques minutes des relations plutôt profondes avec les gens. Parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas te retrouver et ils peuvent te dire des choses que moi j'apprécie parce que c'est presque des confidences, quoi. J'apprécie de plus en plus la région où je suis guide par leurs yeux. Parce qu'ils sont émerveillés. Quand on te dit 50 fois « Ah, c'est super ce fjord, etc. » ce fjord. Toi, tu l'as vu depuis 45 ans. Bon, c'est un fjord, d'accord. Ouais. La nature, ok, c'est bon. Mais quand tu l'entends, tu redécouvres et ça fait plaisir, ça. Ça te donne envie d'aimer la Norvège encore plus. Oui. Tu vois ? Ou de redonner de la valeur à quelque chose que tu as peut-être considéré comme admis à force. Et voilà, et c'est valable pour tout. Et oui. Quand je reviens à Castro en France, je me dis, mais attends, on a un pays super beau. Ah oui, quoi. c'est sûr. Tu le vois autrement. Ouais. C'était trop chouette de retracer un peu l'histoire avec toi. Merci beaucoup de nous avoir partagé ton expérience.
Bonne continuation du coup en Norvège. Probablement. Tu nous enverras des photos en kayak, de ce que j'ai compris. Oui. Les coins de champignons, je ne vous les enverrai pas. Ah, punaise. Ça, faut qu'on s'y mette. Ouais, parce qu'ici, apparemment, on voit tout le temps des gens sortir avec des sacs entiers. Donc, je pense qu'ici, il y a des super spots. Donc, il faut vraiment qu'on s'y C'est mette. ce qui nous manque encore, ouais. Mais merci beaucoup, Christine. Avec plaisir. On a enfin réussi à recueillir ce beau témoignage. Et c'est puis- touchant d'entendre tout ça et de voir comment s'est déroulée ton histoire. J'espère que aussi, via ton expérience, ça donnera les clés à certains ou certaines pour comprendre un peu mieux le pays. En tout cas, pour nous, à chaque fois, on en apprend. Et donc, c'est toujours très enrichissant. Et puis, peut-être qu'à l'occasion, on passera par Stavanger. ta région d'adoption, par Stavanger. Ah ouais, avec grand plaisir, Ouais. d'ailleurs. Ouais. Je vous guiderai. Oui, voilà. Mais merci à tous de nous avoir écoutés. Et puis, on vous dit à très bientôt chez nous. Sous les aurores. Si cet épisode vous a plu, pensez à nous laisser une note et un avis sur votre application d'écoute préférée. Ou un commentaire sur YouTube. Ça nous aide énormément à faire grandir le podcast. Merci et à très vite pour le prochain épisode.